Bon, alors on m'a donné le signal du début de la conférence. Donc nous sommes à l'écran, enregistrés et en images, pour parler ce soir d'un sujet d'actualité qui est malheureusement d'actualité depuis très longtemps, la crise colombienne. Et pour en parler, nous avons deux universitaires de talent, de l'université du Rosario à Bogota en Colombie, une autre universitaire colombienne qui sera la discutante du débat, qui travaille en France. Je vais assez brièvement les présenter. J'espère que je ne vais pas oublier leurs différentes qualités, il y en a trop. Je les ai pourtant relus dans l'ouvrage qui a servi d'élément fondamental à la construction de la rencontre de ce soir, des notes au futur président colombien. Donc ce livre a été coordonné par 3 personnes, dont 2 sont ici présentes ce soir. Donc la première est le professeur Juan Carlos Ruiz Vázquez, qui est tout à fait à ma gauche ou à mon extrême gauche, je m'excuse, c'est purement géographique, qui est professeur à l'université, une des grandes universités colombiennes, l'Universidad del Rosario, qui est docteur en sciences politiques de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni, qui a également eu un master d'administration publique qu'il a préparé passer à l'École nationale d'administration à Paris. Et il a passé un autre master et obtenu d'administration en entreprise à l'Université Laval de Québec. Et il a également un diplôme colombien en sciences politiques de l'Université de Los Andes. C'est un spécialiste de questions de sécurité publique et démocratique. À ma gauche, plutôt au centre-gauche, M. Rubén Sánchez David, qui est également professeur à l'Université du Rosario, qui lui aussi est francophone. Il a passé un diplôme, il a obtenu le diplôme à l'Institut d'études politiques de Paris. Il est docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 8, conseiller au bureau de paix de la présidence de la République de Colombie et également auteur de nombreux ouvrages qui concernent la sécurité publique et démocratique. La discutante Angélica Montes Montoya est également beaucoup de diplômes. Elle a obtenu un DEA à l'Institut des hautes études d'Amérique latine de Paris. Elle est docteure en philosophie politique de l'Université de Paris 8. Et ce qui est également été le plus intéressant pour la Fondation Jean Jaurès, parce que ça permet d'établir une collaboration fructueuse. Elle est co-directrice d'un groupe de réflexion et d'études sur la Colombie, l'Amérique latine et la Caraïbe, mais qui originellement, historiquement, est centré sur la Colombie à Paris, donc qui porte le nom de Grécole. Donc on va partir, avant de parler de la paix en Colombie, du livre, puisque c'est le livre qui a été le point de départ de la rencontre de ce soir sur la Colombie, les notes, les memos al presidente et les notes au futur président de Colombie. Donc il y a eu des élections présidentielles l'année dernière, donc qui ont été gagnées par un président de droite, le président Iván Duque, face à un candidat de gauche. Ce livre a donc été écrit un peu dans le brouillard, sans savoir qui allait être le futur chef d'État sortant des urnes. C'est un exercice qui est à la fois hasardeux, mais qui est aussi extrêmement intéressant parce que ça oblige les écrivains, enfin ceux qui écrivent les différentes notes qui ont été regroupées en 3 blocs dans le livre, de la construction de la paix, premier point. Second point, la sécurité, la défense et les forces armées, les forces militaires. Et le 3e chapitre porte sur la sécurité citoyenne et la police. Donc chacun de ceux qui ont écrit ces notes ont dû tenir compte du fait qu'il y avait une incertitude sur le résultat et qu'ils devaient donc en tenir compte dans l'écriture de leurs notes. Donc je vais donner la parole pour commencer cette soirée de débat sur la Colombie
à Juan Carlos Ruiz Vázquez, qui a été à l'origine du projet. Alors j'aimerais qu'il nous dise pourquoi ce projet, pourquoi solliciter 23, puisqu'il y a 23 contributeurs pour leur donner de participer à cet effort de politique fiction ou de projection dans un avenir dont il n'avait pas tous les éléments en main. Donc pourquoi et qu'est-ce qu'il attendait des contributeurs? Et est-ce que, au troisième élément, est-ce que ce livre a été remis celui qui a été élu au président, et éventuellement, est-ce qu'il l'a lu? Est-ce qu'il en a tiré des conclusions? Le sourire me semble dire que non, mais enfin, voilà les 3 points sur lesquels j'aimerais que vous preniez la parole et vous nous expliquiez un petit peu les raisons et l'objet de ce livre. Ensuite, donc, je donnerai la parole à Rubén Sánchez sur les thèmes qu'il a traités concernant la sécurité publique. Et notre troisième intervenante, Angélica Montes Montoya, aura la tâche difficile de réagir à ce qu'elle a entendu, plus à ce qu'elle n'a pas encore lu. Okay. Merci beaucoup pour cette très aimable invitation. Professeur Kurlianski, nous nous sommes inspirés d'un ouvrage qui est apparu dans les années 80 aux États-Unis. C'était Memos to the President, écrit par Schultz. Ça a été un grand succès à ce moment-là. Il voulait écrire des notes de synthèse pour un président ignare, qui était évidemment Reagan, qui ne connaissait pas beaucoup sur l'économie et la politique publique en économie. Alors il a écrit ce livre et nous nous sommes inspirés et pour écrire ce livre Memos para el Presidente, ou Memos al Presidente. Mais nous avons pensé que la défense et la sécurité de la Colombie n'étaient pas encore bien pensées. Alors, nous avons pensé qu'il fallait donner quelques conseils au nouveau président et d'autres présidents dans les 30 prochaines années, parce que nous pensons qu'il y a un grand problème de sécurité en Colombie. C'est paradoxal, parce que la Colombie est le pays qui dépense le plus en Amérique latine et son appareil de sécurité et de défense ne semble pas très bien assorti. Et par exemple, il y a quelques semaines, le CEPRI en Suède a publié les chiffres de dépenses en sécurité et défense des pays au monde entier. Et il paraît que le Brésil est le pays qui dépense le plus en Amérique latine, mais en termes bruts, c'est-à-dire en milliards de dollars. Mais quand on compare les taux, par exemple le taux de dépenses de la Colombie et en termes de produit interne brut, c'est le pays de loin qui dépense le plus. Et la Colombie dépense 11,2% de son PIB. Et tandis que, par exemple, le deuxième pays qui dépense le plus en Amérique latine, c'est le Chili, c'est 7,2%. C'est-à-dire, la Colombie dépense 11,2% et le Chili est 7,2%. Le Brésil, qui est en troisième, c'est 3,7%. Alors, quand on compare ces chiffres et ces taux, on peut voir que la Colombie dépense beaucoup, mais les résultats sont assez peu efficaces. Et comme vous savez, il y a des régions de la Colombie où il n'y a pas vraiment une présence de l'État. Et il y a une présence des militaires et de la police, mais ce sont des régions totalement dépendantes du grand banditisme et des groupes paramilitaires, des groupes, par exemple, de la guérilla, et qui peuvent, par exemple, bloquer complètement les régions et éviter l'ouverture des magasins, du commerce.
et éviter que les écoliers puissent aller à l'école, éviter le transport public de village en village, de village en ville. Et la Colombie continue à dépenser de plus en plus en termes de sécurité et de défense. Par exemple, j'ai eu un petit lapsus. Les chiffres que je viens de vous donner, c'est le pourcentage sur le budget total, mais aussi le taux sur le PIB. La Colombie dépense le plus. La Colombie dépense 3,2% sur son PIB. L'Équateur, c'est le deuxième pays, 2,4%. Le Brésil, 1,5%. Et en termes de dépenses, selon le budget général de la nation, la Colombie dépense 11,2%, le Chili 7,2% et le Brésil 3,7%. Ce sont les pays qui dépensent le plus en Amérique latine. Et quand l'on compare le nombre de militaires et de policiers dans les rues et dans la campagne, la Colombie aussi, en termes de taux, est possède le plus grand nombre de soldats en Amérique latine, en termes de kilomètres carrés et en termes d'habitants. C'est-à-dire démographiquement, la Colombie a les forces militaires les plus grandes en Amérique latine. Alors, on s'est posé la question, et bon, si on dépense tellement depuis presque 30 ans, pourquoi on n'arrive pas à contrer ces terribles problèmes de sécurité? On a eu une diminution des homicides en Colombie pendant les dernières 4 années. Mais on commence à voir à nouveau un taux d'homicide très, très, très grave. Il y a eu plus de 400 morts l'année passée, comparé à 2017. Il y a quelques espoirs. Bogota, la capitale, a depuis presque 25 ans connaît une diminution constante des homicides, mais il y a d'autres villes qui voient la violence s'agrandir de jour en jour. Alors il y a un grand problème encore en Colombie. Il faut rappeler qu'en 1993, Medellín a eu un taux d'homicide de 373 morts pour 100 000 habitants. C'est un chiffre invraisemblable. Et maintenant, la ville qui connaît la violence plus grande en Colombie, c'est Cali. Et elle a à peu près 43 morts par 100 000 habitants. C'est-à-dire, nous avons eu un pic de morts dans les années 90. Il y a une diminution constante dans certaines villes. Mais après les accords de paix et après une amélioration dans ce sens, nous avons maintenant à nouveau une augmentation des homicides. Il y a des problèmes très importants dans certaines régions, le Bajo Cauca. Et ce sont des zones où sont imbriquées des violences du grand banditisme et qui essayent d'avoir un monopole de ces régions et de ces terres. Il y a aussi un problème de présence d'anciens paramilitaires qui ont des nouveaux visages. Et nous avons aussi les anciens guerrilleros des FARC qui ne se sont pas démobilisés, ne sont pas rentrés dans la vie civile après les accords de paix. Nous avons la guérilla de l'ELN. Et ce sont des paradis pour ces groupes et ce grand banditisme. Nous avons des régions de frontières
où il n'y a pas de présence de l'État, par exemple le Catatumbo, par exemple Nariño, Tumaco. Ce sont des régions qui ont un grand problème de trafic de drogue, de production de coca et d'extraction minière illégale. Et il y a un grand problème de violence envers les leaders sociaux. Pendant la dernière année, il y a eu 317 leaders sociaux assassinés. Et le CINEP, qui est le centre de recherche des jésuites, signale qu'il y a peut-être plus de 600 qui ont été tués. Alors les leaders sociaux sont envisagés et sont la cible de ces groupes violents qui veulent avoir tout le monopole et ne veulent pas laisser créer un tissu social. Alors ils tuent les leaders sociaux, ils déplacent les populations. Et c'est ça, ce terrible diagnostic qui nous a poussé à écrire ce livre. Parce que nous pensons qu'il n'y a pas une réforme du secteur de sécurité et de la défense en Colombie. Il y a un problème de sécurité des citoyens, sécurité intérieure très important. La sensation d'insécurité des personnes qui vivent dans les villes est de plus en plus croissante. Et d'une certaine façon, on pense qu'il n'y a pas eu une réforme du secteur. Les militaires n'ont pas été touchés après les accords de paix. En partie parce que s'il y avait une réforme du ministère de la Défense, par exemple, et peut-être les militaires auraient pu penser que c'était partie des accords avec la guérilla dans les pourparlers à La Havane. Les militaires sont vraiment très réfractaires à n'importe quelle réforme. Ils disent et ils le signalent de plus en plus qu'ils peuvent se réformer eux-mêmes, qu'ils n'ont pas besoin des civils ou du gouvernement pour se réformer. Et il y a à peu près 2 mois, 3 mois, le président Duque et son conseiller en sécurité ont publié une politique publique en sécurité et défense, et qui n'est pas vraiment une politique publique en soi. C'est une liste de bonnes intentions, et sans des délais, sans de l'argent, sans du détail que devrait avoir une vraie politique publique en sécurité et défense. Disons-le, c'est une liste d'objectifs, la plupart très vagues, et vraiment, ça ne touche pas la structure du secteur de sécurité et défense. Alors, évidemment, le problème, ce n'est pas seulement un problème de sécurité et défense. Et il y a un manque invétéré d'investissement dans ces régions oubliées, investissement en termes sociaux et économiques. Mais en attendant cet investissement, il faut contrer le problème de sécurité et d'abandon en termes d'ordre public dans ces régions. Et c'est à cause de ça que nous avons pensé donner quelques conseils au président dans des thèmes très variés qui vont dès l'industrie militaire jusqu'à la réforme de la police, la présence de pandilleros dans les grandes villes, la réforme du ministère de la Défense en tel que appareil et son structure. Alors c'est en gros termes ce qu'on a voulu faire dans ce livre. Merci. Je vais donner maintenant la parole au deuxième responsable de la publication, Rubén Sánchez, en lui posant 2 questions. La première, lui demander s'il avait la même approche sur la nécessité de produire
ce livre de prospective sur les questions de sécurité, et la deuxième sur sa contribution qui porte sur la prévention du délit et la sécurité citoyenne. Donc deux questions, l'une sur le livre en lui-même, le projet, et la seconde sur la prévention et la sécurité citoyenne. Très bien, merci. Avant tout, je voudrais vous remercier de cette invitation. Bon, en répondant à la première question, oui, c'est évident qu'on était d'accord avec Juan Carlos d'écrire ce livre, parce que, comme on vient de le dire, la situation en Colombie est assez compliquée, d'autant plus que signer un accord de paix n'est pas signer la paix, que nous sommes devant une société très fragmentée, qui connaît une myriade d'organisations criminelles, qui, des fois, vont de la main avec les forces de police ou militaires. Donc, il nous semblait que la prévention était très importante, d'autant plus que, comme vient de le dire Juan Carlos, il y a une espèce de paradoxe. Nous dépensons beaucoup d'argent pour la sécurité et la défense, mais nous n'avons pas une loi de sécurité et de défense. Nous n'avons pas un livre blanc de sécurité et de défense, c'est-à-dire ce qu'on appelle des politiques publiques ne sont vraiment pas des politiques publiques, ce sont des politiques de gouvernement certainement, mais pas des politiques publiques, puisqu'on ne sait pas très bien ce qui se passe à l'intérieur du ministère de la Défense, qui, remarquons-le aussi, a le contrôle autant des forces militaires que de la police. Je crois que c'est un cas assez exceptionnel, puisque normalement la police est sous le contrôle du ministère de l'Intérieur. Donc, il me semblait que penser en termes de prévention et aider à penser les raisons profondes de la situation que l'on vit en Colombie. Et on se retrouve avec deux choses importantes. En premier lieu, le problème de la terre est un problème séculaire en Colombie. 1% des propriétaires ont la propriété de 90% des terrains cultivables. C'est-à-dire l'inégalité est énorme. Et en deuxième lieu, la violence qu'a connue la zone agraire de Colombie s'est traduite sur le fait que 75% de la société habite dans des villes qui ont plus de 100 000 habitants. C'est-à-dire, nous avons très peu de paysans qui habitent les campagnes, puisque les grands propriétaires utilisent leurs terres pour élever du bétail. Ceci pose d'autres problèmes, puisque nous avons une société composée non seulement d'une grande majorité de métis, comme nous, mais on a des communautés indiennes et noires qui ont des privilèges reconnus par la Constitution colombienne. Donc, il m'a paru que penser en termes de prévention, c'est-à-dire de réforme de structure, non seulement de la police et de l'armée, mais des structures colombiennes, de la société colombienne, était très important, puisque réagir pour contrer des faits de violence, mais sans les prévenir, c'est dépenser de l'argent presque inutilement. D'autant plus qu'en ce moment, nous avons une grande migration qui vient de Venezuela. Nous avons accueilli plus d'1 million de Vénézuéliens qui pèsent lourd sur l'emploi, sur le niveau des salaires et qui commencent à provoquer des mouvements xénophobiques que l'on ne connaissait pas. D'autant plus que nous appelons des pays frères. Nous avons tous été libérés par Simón Bolívar. Et nous ne pensions pas qu'on allait arriver à ce niveau d'hostilité avec les habitants du Venezuela. Bon, notre gouvernement maintenant n'est pas le gouvernement qui nous a conduit à écrire ce livre. Nous pensions un peu, de façon très optimiste, que le gouvernement qui reprendrait le pouvoir après Santos allait continuer avec la politique de paix. Et on se trouve avec une grande résistance du parti qui contrôle le gouvernement. D'ailleurs, les données que l'on a proviennent d'une université américaine, de l'organisation Kroc,
l'université de Notre-Dame, qui est une université des jésuites, et qui montre comment à peine 30% des compromis sont à peu près sujets d'attention. Qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond? Que si on ne procède pas à réformer les structures, non seulement des forces armées, de la police, mais de la société colombienne, nous allons continuer avec un conflit armé pendant d'autres 50 années. Surtout que nous avons un sujet qui est assez brutal. Toutes ces organisations criminelles sont rattachées au trafic de drogue. Et cela nous ramène à accepter, ou plutôt amène le gouvernement en place à accepter presque les exigences des États-Unis qui appuient et financent l'armée colombienne. Donc nous nous sommes engagés dans une guerre contre le narcotrafic et qui pèse lourd dans les campagnes, puisque n'apporte aucune solution au problème des paysans. Mais vous avez une question, monsieur? Non, juste une clarification. Ce que vous appelez les organisations criminelles, c'est ce qu'on appelle la BACRIM. Oui, mais les BACRIM sont les paramilitaires, ce sont les narcotrafiquants, ce sont les contrebandiers, c'est tout. C'est une myriade d'organisations qui conforment une espèce de réseau très compliqué et qui, comme je vous dis, percent des fois les structures de gouvernement, ce qui nous présente un grand problème, c'est que les Colombiens en général n'ont aucune confiance dans la justice colombienne. Donc, ils préfèrent faire justice par leurs propres mains. Non? Nous avons un problème de corruption énorme en ce moment, dont le cas Odebrecht qui se présente aussi au Pérou et au Brésil entame toutes les couches sociales qui font partie du gouvernement. Donc, disons que la méfiance est le plus grand problème que nous connaissons en ce moment en Colombie. C'est pour ça que j'ai pensé en termes de prévention était beaucoup mieux que donner des formules pour continuer avec une répression qui n'a aucun sens dans son nom. Bien, merci. Alors avant d'engager un débat beaucoup plus large, je vais demander à Angélique Montoya de nous faire part de sa réaction à ces deux interventions. Bon, merci pour cette invitation, Jean-Jacques, et merci aussi à Juan Carlos. Je me permets de la familiarité. Juan Carlos et Rubén. Et avant de poser quelques questions, afin de creuser un petit peu plus quels étaient ces différents conseils que vous avez prévus avant de connaître les noms de l'actuel président de la Colombie, j'aimerais quand même donner quelques chiffres au public qui peut-être n'est pas au courant. Et Juan Carlos a donné quelques chiffres, mais je vais compléter ça. Les INEP, en citant les INEP, en 2018, ils estiment qu'il y a eu en Colombie 648 assassinés. Bon, quand je dis estime, ça veut dire qu'ils sont renseignés et que pour le moment, les chiffres arrivent à 648 assassinés. 48 attentats politiques, 22 disparitions forcées, 1151 menaces de mort ou menacés de mort, 243 détentions arbitraires. Et au cours de 2019, bon, les chiffres sont encore plus lamentables et tristes. Si on cite par exemple PARES, que c'est la Fondation Paix et Réconciliation, ils indiquent que sur les 32 départements colombiens, 24 sont des territoires où il y a des menaces de mort, voire des leaders sociaux assassinés. Les chiffres varient également, parce que dans les cas de PARES, ils parlent de 121 guerrilleros
et familiers des guerrilleros qui ont été ex-guerrilleros, qui se sont réinsertés, qui ont trouvé la mort. Depuis 2018 jusqu'au ce qui va de 2019. Ils indiquent également qu'il y a en total 269 leaders assassinés. Les chiffres, je répète, sont controversés parce que si on voit d'autres chiffres, d'autres observatoires, on peut arriver entre 2018 et 2019 à plus de 300 assassinés. Mais c'est tout simplement pour vous donner un ordre des chiffres qui ne disent rien, les malheurs, la souffrance d'un secteur meurtri de la Colombie, mais pour vous donner aussi, comme vous l'avez expliqué, un panorama qui montre qu'un accord de paix, effectivement, ne signe pas la paix, comme vous l'avez indiqué. Maintenant, j'aimerais connaître, parce que vous avez évoqué dans ce texte que j'ai très vite parcouru, que vous avez eu des conseils. Là, par exemple, en Colombie, depuis quelques mois, on vit une situation particulièrement de méfiance vis-à-vis de la police et les codes de police. Il y a beaucoup de débats, beaucoup de critiques. On voit circuler des vidéos où les agents de l'État sont mis en cause pour des questions peut-être banales. Il y a eu une affaire qui s'appelait l'affaire de l'empanada. C'est une chanson très connue qu'on mange, mais que c'est quand même symptomatique d'une situation dans laquelle la population se sent à tout moment menacée et un peu sous l'œil des agents de police. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en Colombie, vous l'avez dit, les 3 pays les mieux armés, d'après les mêmes rapports que vous avez cités, des CIPRI, ce sont dans cet ordre, en termes de nombre de militaires et des agents de sécurité de l'État, Brésil avec plus de 300 000, la Colombie avec plus de 200 000, suivi du Mexique et en 4e lieu, le Venezuela. Et dans le cas de la Colombie, si bien le Brésil, c'est un pays beaucoup plus grand et démographiquement plus important, il y a 1 militaire pour 1000 habitants. En Colombie, on est à 6 militaires par 1000 habitants. Donc ça me fait penser, à partir des chiffres que je vous ai cités très vite, et à partir des chiffres que je viens de donner, ça me fait penser un peu à ce que Daniel Pécaud, dans les années 80-90, disait « la guerre contre la société ». Est-ce que vous pensez qu'en Colombie, on est toujours dans une situation dans laquelle la société civile est vraiment les cibles d'une guerre venue de l'État? Si en plus on tient en compte et ça c'est aussi un sujet de débat et de discussion au niveau de la Cour internationale pénale, que 2100 personnes ont été les objets de ce qu'on mal nommé les faux positifs. Et qu'en réalité, c'était des exécutions extrajudiciaires de la part des agents de l'État. Et si on revient en résumé, on a une situation dans les agents de l'ordre, ce sont les agents quelque part aussi des morts. Donc j'aimerais connaître dans ce texte que vous avez coordonné, quels étaient les conseils de réforme au niveau militaire et de police que vous pensez qu'il faut mettre en place afin d'essayer au moins d'endiguer cette situation de vulnérabilité et de violence des agents de l'État vis-à-vis de la population colombienne. Bon. Bien, je vais donner la parole aux 2 intervenants pour leur demander de répondre à la discutante. Bon, tout d'abord, je pense qu'on ne peut pas poser la question comme si on avait un État comme un État européen ou un vrai État. Nous avons un État qu'on appelle un État très faible, c'est-à-dire qui ne contrôle pas ce qu'un État devrait contrôler. Donc on ne peut pas parler d'un terrorisme d'État ou d'une lutte de l'État contre la population. Ce serait penser dans des termes absolument faux, puisqu'on a plutôt une situation où l'État est contrôlé par des forces qu'on appelle des forces obscures, c'est-à-dire par des grands propriétaires ou des entreprises, des multinationales qui ont le contrôle sur le terrain. Quand on parle de paramilitaires, ce sont des gens qui sont au service de quelqu'un, qui ne sont pas absolument des forces indépendantes comme quelques
narcotrafiquants. C'est-à-dire ce sont des assassins à solde. Mais ces assassins ne sont pas toujours des assassins qui ont eu un lien direct avec l'État. Cependant, vous posez un problème qui est d'actualité. Le Sénat vient d'accepter de nommer comme chef d'état-major un général qui est accusé d'avoir au moins s'il n'est pas le responsable des faux positifs, au moins de n'avoir rien dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand justement les ONG, Human Rights Watch et l'OEA ont dit que c'était assez difficile d'accepter cette nomination. De mon point de vue, ça veut dire deux choses. Tout d'abord, nous avons une grande confiance dans certaines pratiques politiques parce que nous avons l'appui des États-Unis. Et nous avons peur de perdre l'argent qu'ils donnent comme appui pour maintenir certaines forces militaires. Deuxièmement, parce que nous avons un gouvernement très, comment dirais-je, qui défie l'opposition et qui commence à peine à exister comme tel en Colombie. Nous avons maintenant deux camps assez bien différents. Un camp qu'on certains appellent de gauche, qui s'oppose aux politiques de l'extrême droite, mais nous avions aussi un camp d'extrême droite très bien organisé et très fort, puisque ce camp a la pratique de gouvernement que la gauche n'en a pas. Donc, de mon point de vue, il est très difficile d'accepter la thèse de Michel Pecot, parce que la guerre n'est pas contre la société, c'est plutôt la faiblesse de l'État pour contrôler des forces qui s'affrontent et qui se disputent, surtout le contrôle du terrain, du territoire. Et quand je parle du terrain, je parle aussi des mines, je parle des produits, je parle des zones où l'agro-industrie est un projet qui va contre la propriété des petits paysans. C'est-à-dire, c'est le combat pour le contrôle du territoire, qui n'est pas sous le contrôle des agents de l'État, qui, par contre, subissent les forces de ces agents qui veulent continuer avec une certaine situation et qui se traduit par une inégalité presque horrible en termes de pourcentage que celle que l'on connaît à Haïti, par exemple. Nous sommes le pays le plus inégal de toute l'Amérique latine. Pensez que l'homme le plus riche de Colombie fait partie des 50 personnes plus riches du monde. C'est une grande richesse qui contrôle non seulement la presse, mais la banque, mais beaucoup d'industries et surtout quelques agents de l'État qui sont à son service. Bon, vous avez parlé de beaucoup de thèmes très denses, très profonds. Et je voudrais signaler simplement qu'il y a un problème aussi de corruption très grand. Quand on voit les massacres dans différentes régions de la Colombie, ces massacres répondent à une connivence qui a été déjà établie il y a près de 20 ans auparavant. C'est-à-dire il y a une connivence entre des propriétaires de terres avec des politiciens locaux, avec des membres des forces militaires et de la police. Et tous agissent pour tuer, assassiner et déplacer la population civile. Et c'est dans ce sens que cette connivence maintenant vise les leaders sociaux, parce que ce sont les protagonistes de la construction d'un tissu social au minimum.
Et généralement, il n'y a pas de confrontation entre des grandes bandes criminelles. Et généralement, c'est la population civile qui est visée. Et c'est cette population qui doit partir de ces régions et doit abandonner ces terres. Et il y a toute une politique maintenant de restitution de terres. Je dirais que c'est un espoir. Il y a eu 200 000 hectares qui ont retourné aux mains de ces vrais propriétaires depuis 2008 à peu près. Mais il y a encore 600 000 hectares qui sont dans les mains des juges qui vont, on suppose, redonner ces terres à ces vrais propriétaires. Alors il y a un espoir, mais comme a dit Rubén, la terre est au centre du conflit colombien. Et tant qu'on n'a pas donné une solution à ce problème social, économique, on n'aura pas une paix prolongée et stable. Et deuxième point, il y a beaucoup de réformes qu'on pourrait faire dans ce secteur défense et sécurité. Dans mon cas, je fais la recherche sur la police colombienne et je dirais que paradoxalement, c'est une force de police assez bien acceptée par les Colombiens, même s'il y a des problèmes importants, très importants de corruption. Mais si l'on compare l'image qu'ont les Mexicains de ces forces de police, les Mexicains ont une confiance de 10%. 10% des Mexicains confient dans leur police, tandis qu'en Colombie, c'est une police assez bien acceptée avec un niveau de confiance assez intéressant, entre 45 et 65% des Colombiens, selon les sondages depuis 1993, d'une manière très consistante. Et les Colombiens confient un peu dans l'unique police qu'on a, parce qu'on n'a pas... On a une seule force de police et on n'a pas des polices municipales qui, dans toute la région, sont des forces de police très corrompues, très mal formées. Et ce sont des forces de police très dépourvues en termes technologiques, par exemple. Mais il y a toujours une tentation dans les gouvernements colombiens, et surtout maintenant que nous sommes dans cette campagne électorale pour les élections régionales, il y a une tentation de créer des polices municipales, et ce serait pour moi un grave problème pour la Colombie, parce que rappelons-nous qu'il y a eu à peu près 450 maires qui ont été jugés par sa complicité avec des groupes illégaux comme la guérilla ou les paramilitaires. Alors, ces forces de police municipales seraient à peu près des forces prétoriennes au service des groupes illégaux. Et c'est très dangereux de ne pas avoir une seule force de police comme a eu la Colombie depuis plus de 50 ans. 50 ans à peu près. Il y a plusieurs réformes pour la police, très variées. Par exemple, maintenant, on a 8 à 9% des policiers, ce sont des femmes. C'est très peu. C'est très peu. La police au Nicaragua, à peu près 30% de ses effectifs, ce sont des femmes. Et ils ont eu déjà deux femmes directrices générales de la police. Quand je parle en Colombie de ce problème de l'inclusion de la femme, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Bon, mais ce n'est pas un problème maintenant, on peut attendre quelques années. » Moi, je pense que l'inclusion de la femme est essentielle pour montrer une institution plus civilisée, une institution qui est capable de se réformer. Maintenant, c'est une institution qui est macho mâle, et c'est une institution qui a des problèmes pour inclure la femme. Et il y a un peu plus de 10 ans, c'était 5% de la force de la police, c'était des femmes. Maintenant, nous sommes à peu près à 8-9%.
À ce rythme, moi, je crois qu'on va tous être morts pour voir à peu près 30% de la force de police avec une inclusion importante de la femme en Colombie. C'est un parmi beaucoup de problèmes. Il y a un problème de salaire, évidemment. La Colombie payait assez bien, dans le contexte latino-américain, payait assez bien ses policiers. Maintenant, c'est pas évident. Il y a eu une diminution du pouvoir d'achat des policiers colombiens. Et il y a un problème avec les retraites des policiers. On ne pourra pas payer tous ces policiers. Nous avons 184 000 policiers. Et il y a eu un recrutement très important pendant les administrations d'Uribe et Santos. Et il faut payer ces policiers qui ont un régime spécial de retraite. Et ils vont aller à la retraite très, très vite. C'est une bombe à retardement qui va exploser en 2024-2025. Les retraites vont être payées, mais alors on n'aura pas de l'argent pour faire fonctionner la machine de la police dans le jour à jour. Bien, merci. Alors, on va arrêter là le débat entre les uns et les autres pour donner la parole à la salle. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Il y a un certain nombre de sujets qui ont été évoqués qui sont particulièrement intéressants, notamment celui tournant autour du rôle et de la place de l'État dans la société colombienne. Le thème des polices municipales est également un thème intéressant, surtout si on voit ce qui se passe dans un autre pays latino-américain qui s'appelle le Mexique, dans lequel la police municipale est effectivement un grave problème de sécurité qui a conduit le président actuel du Mexique à s'orienter vers des solutions à la colombienne, c'est-à-dire des fusions entre police et militaires. Et d'autre part, il y a une autre question qui a été évoquée autour de la prévention, c'est celui de la dimension sociale qui est à l'origine des violences et des dysfonctionnements de la société colombienne. Donc je pense que toutes ces questions-là vont peut-être être évoquées par ceux qui souhaitent poser des questions, donc je les inviterai à le faire. Donc je vois là, il y a une question au fond de la salle. Oui, je rebondis sur la dernière piste de M. Kourlianski. À entendre les uns et les autres, il y a un problème social et politique fondamental avec un manque de réforme agraire. Vous disiez que structurellement, les Colombiens élisaient plutôt l'extrême droite que des forces de gauche. Comment se fait-il qu'il y ait cette situation du balancier politique comme ça? Est-ce qu'il y a des phénomènes de clientélisme qui expliquent que les grandes fortunes tiennent le pouvoir? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas eu... c'est quand même une société a priori démocratique, me semble-t-il, le régime. Pourquoi il n'y a pas eu d'élection de forces plus progressistes qui procèdent à de telles réformes agraires? Bon, il y a un sujet très important, puisque la Colombie, en général, est un pays très conservateur, où la religion a une place très importante. Et paradoxalement, c'est justement une certaine partie de l'Église qui a réveillé certaines populations. Mais en ce moment, comme partout dans le monde, on a une utilisation de la religion pour des objectifs politiques. Et on a de nombreux groupes évangéliques qui sont de droite, qui s'opposent à ces sujets de genre dont parlait Juan Carlos, et qui ont une acceptation très forte dans certains milieux colombiens. Enfin, le refus pour donner une certaine chance aux femmes, non seulement d'être présentes, mais d'occuper des places de direction, est très grande. Non, je vous donne un exemple, par exemple. Nous avons une direction nationale d'intelligence maintenant, qui en théorie est une direction civile, qui devrait être composée par des agents civils. Bon, les dirigeants sont tous d'anciens militaires ou des policiers qui sont en place. Enfin, donc, ça n'a rien de civil. Bien qu'il y ait des femmes qui font des travaux comme des analystes ou des secrétaires, mais la direction est dans les mains des militaires ou des policiers de carrière. Pourquoi il y a une certaine force d'opposition? J'appelle ça une force d'opposition, pas tellement de gauche, parce que
La gauche, c'est un concept géographique, c'est pas une question idéologique en ce moment. C'est justement parce qu'on a le même problème que partout dans le monde. Le problème des jeunes qui n'ont pas de travail. Le problème des femmes qui veulent occuper des places plus importantes dans la société. Le problème de la crise des partis politiques et l'importance qu'occupent les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Donc on a une société complètement différente de celle qu'on a conçue il y a 20 ans. Mais ceux qui dirigent le pays, ce sont des personnes qui ont plus de 60 ans, sauf notre président qui est un président de 40 ans, mais qui suit les conseils du président Uribe, qui est le vrai homme fort en ce moment en Colombie. Donc on a des écarts très forts, non seulement sur le plan de la richesse, de la propriété, mais aussi des écarts sociaux dont l'âge est l'un des facteurs très importants. Je parlais de l'immigration des Vénézuéliens, mais n'oublions pas que presque 5 millions de Colombiens vivent hors du pays. Nous sommes un pays qui expulse notre force de travail. Et non seulement une force de travail assez primitive, non. Des gens qui ont fait des études, des spécialistes, et qui habitent hors de la Colombie. C'est-à-dire, nous élevons des gens pour qu'ils travaillent dans le premier monde. C'est vraiment absurde, mais c'est comme ça. Bon, sans vouloir polémiquer, quand Rubén dit que l'État, si j'ai bien compris, l'État, c'est un État faible en Colombie, contrôlé par des forces obscures. Donc, on n'est pas dans un État qui est en train de mettre en place des dispositifs de guerre contre la société civile. Admettons que l'État, comme dispositif d'administration de la chose publique, des institutions, et effectivement, ce n'est pas un sujet, c'est un ensemble d'institutions. Or, le fait est que cet État est géré par des agents qui appartiennent à des partis qui constituent un gouvernement. Et c'est quand même préoccupant, parce que je pense que si on laisse entendre cette espèce d'innocence, impuissance de l'État, quelque part, on est en train d'admettre qu'il n'y a pas une responsabilité des gouvernements. Or, je veux évoquer ici la déclaration, ou plutôt ce qui s'est passé dernièrement en Colombie. Tous les jours, se passe plein de choses en Colombie. C'est très compliqué de suivre l'actualité. Donc, je ne sais pas si je suis actualisée concernant les dernières informations, mais le New York Times a révélé un article de recherche investigative journalistique où on remettait à nouveau en cause l'orientation de la politique de gouvernement de Duque, en signalant que les stratégies de sécurité, vous me corrigerez parce que vous êtes expert sur ça, étaient vraiment sur la même voie qui avait conduit dans les gouvernements précédents à l'exécution extrajudiciaire, je répète, de 2100 personnes en Colombie. Et immédiatement, le scandale a éclaté. Les journalistes de New York Times ont dû quitter le pays. Les journalistes de Semana qui ont interrogé Semana, le journal qui avait initié la recherche, l'investigation, et bon, pour une raison qui revient aux responsables de Semana, et ça n'a pas été publié au bon moment. Donc, un des journalistes de cette revue hebdomadaire a mis en cause. Les journalistes étaient licenciés. Et ça a provoqué depuis quelques semaines la sensation, en plus des sensations de que la JEP, la justice spéciale pour la paix, était l'objet d'un bombardement politique, juridique, une mise en cause de la part des gouvernements Duque. En plus, la situation de la presse qui, finalement, est-ce que la presse qui contrôle la presse, finalement, est-ce que ce qu'il nous dit, c'est vrai, n'est pas vrai, qui dit la vérité, mais non, aucun journal, aucun
moyen de communication est, disons, est à l'abri des soupçons. Donc vous voyez, quand je vois tout ça, je me dis peut-être si on fait de la théorie de l'État, et on analyse l'État du point de vue de la théorie, c'est vrai, il est possible que l'État soit faible, il est possible que l'État ne contrôle pas. Or, je répète, un État est géré par un gouvernement et on ne peut pas quand même, de mon point de vue, se soustraire à ces réalités et ne pas tenir compte de cette situation. Ça, c'est aussi pour répondre un peu à votre question. Donc, il ne s'agit pas d'accuser, de dire que Duque, c'est un paramilitaire derrière l'exécutif, loin de là. Mais quand même, il y a des choses qui se passent, qui sont troubles, mais il y a une responsabilité politique réelle en Colombie vis-à-vis des partis des gouvernements et peut-être aussi de l'opposition, parce que l'opposition, ce n'est pas que la gauche progressiste dans l'opposition, il y a aussi, comme vous l'avez évoqué, différents secteurs de ces mêmes droites qui maintenant se chamaillent avec les gouvernements. Mais voilà, je voulais, en réponse à votre question et en réaction à ce que le professeur Sanchez avait dit précédemment. Juan Carlos, un mot sur la question et... Je crois qu'il n'y a pas une stratégie militaire ni de défense. Je suis un peu répétitif, mais je crois que la directive du chef des forces militaires en Colombie montre bien qu'il n'y a pas une stratégie très bien rodée. Simplement, la directive signalait qu'il fallait augmenter les morts et avoir au moins un combat hebdomadaire pour tous les chefs des brigades et des divisions en Colombie. Et c'est un peu ludique parce que ça rappelait les directives à l'époque d'Uribe qui ont mené à la mort de jeunes innocents qui ont été fait passer par des guérilleros. Je crois que les chiffres peut-être de ces jeunes qui ont été assassinés par les militaires peuvent osciller entre 2000 et 10 000. C'est aberrant. Alors, je crois que l'opinion publique colombienne a réagi très vite, heureusement. Mais il y a une impunité à propos de ces morts, même si la justice colombienne signale qu'il y a des coupables qui ont été condamnés, c'est vrai, mais les hauts gradés militaires n'ont pas été encore jugés et condamnés. Alors c'est un précédent qu'on ne veut pas en Colombie répéter à nouveau. Bien. Une autre question? Merci. Alors, moi, je voudrais savoir, en fait, est-ce qu'il y a un tableau beaucoup plus positif? Parce qu'à vous écouter, franchement, c'est totalement sombre. Et ni l'État, ni de la société civile, apparemment, ne dégagent donc pas de solution lumineuse pour sortir, enfin, disons, conduire vers un avenir meilleur. Alors que dans le même temps, on voit que des pays comme les États-Unis interviennent, ils soutiennent. Donc la Colombie accueille aussi des réfugiés des pays voisins, donc elle reste quand même attractive. Et il y a la présence aussi des pays comme les États-Unis. Et il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une forte diaspora, finalement. 5 millions de personnes instruites, c'est pas rien. Est-ce que cette diaspora contribue à apporter des solutions? Est-ce qu'elle a une force de proposition? Est-ce qu'elle est sollicitée par les pouvoirs? Quelles sont les différentes possibilités, justement, de dégager, justement, des sorties de crise, enfin, de long terme, en fait? Bien. Qui veut répondre? Bon, je veux continuer un peu notre polémique avec l'État. Bon, certainement, quand on parle d'un État faible, on a une certaine conception théorique sur ce que... Bon, disons qu'on peut utiliser la définition de Max Weber. Pas compliqué.
Donc, si l'État est une communauté, c'est un groupe de personnes qui exercent la domination sur un territoire et qui a le monopole de la violence, ce n'est pas le cas de la Colombie. Puisqu'on a plusieurs communautés qui exercent des contrôles sur certains terrains, pas sur tout le pays, et qui n'ont pas le monopole de la violence. C'est-à-dire que ces trois facteurs qui constituent une idée d'État, qui est un groupe qui a le contrôle d'un territoire, qui exerce la loi et qui a le contrôle de la force, on ne le trouve pas en Colombie. Bon, la Colombie est un État reconnu par la communauté internationale, certainement. Nous payons des impôts, nous avons des policiers, nous avons des soldats, nous avons des juges, nous avons tout ce qu'un État a vraiment. Mais la loi n'est pas dans notre tête. Non. On entend souvent dans certaines régions « Ah, esa ley no pegó ». C'est-à-dire, la loi est un sujet légal, mais n'est pas légitime. C'est-à-dire, on n'est pas obligé à faire ce que la loi nous ordonne à faire. Et on vit tranquillement, sans respecter les lois. Pourquoi nous n'avons pas eu de problème avec le million et demi de Vénézuéliens qui vont en Colombie? Ce n'est pas un problème légal pour nous. Hein? Et le travail informel, comme nous l'appelons, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous imaginer un pays comme la Colombie avec les données d'un pays comme la France. Pas du tout. J'aime bien un livre d'un historien américain, Bushnell, qui écrivait « Colombia, una nación a pesar de sí misma ». Cette idée de ta nation n'est pas notre idée. La nation est autre chose. Ce qui est un avantage dans certains cas, puisque nous n'avons pas cet attachement brutal avec un territoire ou avec une culture, non. Nous pouvons très bien vivre ici ou ailleurs. Il nous manque cette idée de nation, cette idée de groupe qui a une certaine conscience collective. Ce qui favorise le clientélisme, ce qui favorise les références territoriales, mais pas nationales. Alors que notre gouvernement est un gouvernement très centralisé qui aspire à contrôler tout. Par exemple, toutes les politiques publiques doivent passer par le département national de planification, qui a une idée assez bizarre de certaines histoires qui se passent en Colombie. Et nous avons alors ces écarts entre ce que les technocrates de Bogota pensent et ce que les politiciens et les gens font dans leur territoire. C'est pour ça que je dis que c'est un État faible. En apparence, on a tout. Dans les faits, on en a très peu. C'est-à-dire, la vie se déroule d'une façon très différente à l'idée que l'on a lorsqu'on est en présence d'un État qui fonctionne comme un État centralisé, reconnu, respecté, craint. On ne craint pas l'État. Pourquoi la corruption est si générale? Parce qu'on est prêt à payer pour n'obéir pas à la loi. La corruption se présente dans tous les niveaux de la Colombie, non seulement dans le niveau populaire, mais dans le niveau le plus haut. J'ai lu hier dans la presse qu'on va ouvrir une enquête pour savoir d'où sont venus l'argent qui est entré dans les caisses du président Santos, qui est aussi mêlé avec cette histoire de corruption d'Odebrecht. Je vous assure qu'il ne va rien va se passer. On va se mourir tous avec pour ne pas accuser personne. On a fait ça dans le passé, on va tout oublier, on va recommencer. Pensons à demain, il ne faut pas se mortifier pour ce qui s'est passé hier. Et rien ne se passe. C'est pour ça que je pensais que la prévention, agir sur les structures, est plus important que penser toujours au châtiment. Un autre sujet, la justice. On a un grand débat en Colombie avec la justice
transitionnelle, qui théoriquement fait partie des engagements signés avec les FARC, qui sont dans notre Constitution. Or, ce que ce gouvernement veut faire, c'est changer la Constitution. Et le gouvernement dit, ce que Santos a signé n'engage pas l'État, engage son gouvernement, pas le nôtre. Donc, où est l'État alors? Le gouvernement ne pense pas à l'État, pense au gouvernement. Et il faut toujours continuer à gouverner, même par ce qu'on appelle un cuerpo ajeno, c'est-à-dire les politiciens qui sont en prison peuvent continuer à exercer le contrôle par l'intermédiaire de leurs femmes, leurs enfants, leurs neveux. C'est le même groupe qui contrôle les élections, élections qui contrôlent le territoire, territoire qui est une donnée très importante pour vivre plus ou moins tranquillement dans une société civilisée. Un mot pour répondre à la question qui a été posée. Oui, et pour répondre à votre question, et la diaspora colombienne, deux choses. D'abord, de ces 5 millions de Colombiens qui sont à l'étranger, en réalité, ils ne viennent pas de partout dans la Colombie. La plupart viennent de Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia. C'est vraiment dans un secteur très particulier. Donc, il y a beaucoup de remesses qui sont importantes, mais qui vont spécifiquement à ces régions, d'une part. Il y a d'autres régions du pays qui sont aussi objets d'un abandon et dans lesquelles les diasporas ne sont pas importantes. Du coup, il n'y a pas un retombée, on va dire, important. Deuxième élément, et la paix, je crois, parce que cette table a comme titre « Comment sauver la paix ». La paix, elle est en train d'être sauvée grâce à la mobilisation de la diaspora colombienne. Rien qu'ici, à Paris, il y a on va dire des dizaines d'associations qui se sont coordonnées pour faire une marche qui est allée jusqu'à La Haye, pour présenter justement la préoccupation. Et j'ai ici, par exemple, je ne vais pas citer l'ensemble du texte, mais quand même, c'est intéressant parce que en avril, au nom de l'article 53, c'est les procureurs de La Haye au Cour pénale internationale accepté, au nom de termes de l'article 53 de la Statut de Rome, les procureurs doivent établir s'il existe une base raisonnable pour croire que des crimes relevant de la compétence de la Cour ont été commis. Ça, c'est en rapport aux assassinats qu'aujourd'hui, même la Fiscalie générale, les procureurs, avant de démissionner et de partir en vacances, et il a accepté qu'il y avait une systématicité dans l'annihilation et les profils de certains de ces leaders sociaux. Donc là, par exemple, c'est une preuve assez claire que la mobilisation des Colombianos pour la paz, comme s'appelle ce mouvement, mais aussi une initiative qui s'appelait, qui est un peu endormie, qui s'appelle la Conférence européenne pour la paix, et d'autres initiatives, et ont mis justement la lumière sur la situation colombienne, parce que, comme vous l'avez dit, le professeur Rubén, le gouvernement colombien n'a jamais de puertas para afuera. Jamais, c'est-à-dire, en sortant de la Colombie, il a toujours un discours de paix, de conciliation, bien sûr, on mettra en place tout ce qui est doux, tout ce on s'est engagé à mettre en place pour réussir l'étape de ce qu'on appelle la stabilisation. Okay? Parce que là, je dirais un mot sur ces termes, stabilisation. Mais des portes à l'intérieur, la situation est très différente. Est très complexe. Mais pour revenir à votre question, sont ces diasporas colombiennes en Europe, et quand je parle pas seulement à Paris, en Hollande, en Belgique, en Espagne, en Argentine, au Chili, ce sont des gens qui nous mobilisons, parce que moi, nous faisons partie, je vois des visages ici, des gens qui, ça fait 5 ans qu'ils se mobilisent. Rien qu'à Paris, il y a eu 3 festivals pour la paix en Colombie avant les accords de paix.
Donc, Sauver la paix en Colombie demande que cette citoyenneté, ce qu'on appelle la diplomatie citoyenne colombienne, soit entendue. Mais pour l'instant, le gouvernement Duque reste enfermé dans le côté procédurial de la chose. Et il n'y a pas une véritable porte ouverte à écouter comment ces accompagnements depuis la diaspora peuvent contribuer à consolider cette paix. D'ailleurs, ce n'est pas officiel, mais pour une raison que je ne vais pas citer ici, quelqu'un m'a fait savoir que maintenant, il commence à se préparer des documents à l'intérieur du gouvernement, notamment pour les mises en place des actions d'attention à la population victime et des conflits en Colombie, des documents où le mot paix n'est plus mis. Et on commence à utiliser le mot stabilisation. En supposant que voilà, la paix est acquise, on va à l'étape suivante, on va stabiliser. Donc vous voyez, il y a quand même une situation de, je ne sais pas comment on peut la qualifier, mais une situation assez curieuse. Comme si les gouvernements, pour une... J'aime pas trop les complots ni les stratégies, mais c'est assez curieux. Pourquoi passer à la phase de stabilisation en supposant qu'il y a une annulation de la guerre et de la confrontation et l'annihilation de l'autre. Bon, bref, je laisse là le... Bon, je crois qu'il y a une question ici. Vous avez une question? Avant de poser la question, je voudrais répondre, personne n'y a répondu, à l'attractivité supposée de la Colombie pour les Vénézuéliens. Non, le Venezuela est frontalier de la Colombie. Il y a un grave problème humanitaire au Venezuela et donc les gens passent à pied par centaines de milliers de l'autre côté de la frontière sans d'ailleurs que les conditions d'accueil soient réunies. Il y a une impréparation évidente, mais bon, c'est la réalité, c'est la proximité géographique qui fait il y a un problème ici, les gens vont de l'autre côté et ils passent la frontière. Il ne s'agit pas du tout d'une attractivité particulière. Il y avait autrefois une attractivité en sens inverse, c'est-à-dire à l'époque où le Venezuela bénéficiait d'une industrie pétrolière florissante, où les cours du pétrole étaient élevés, il y avait plusieurs centaines de milliers de Colombiens qui, pour ces raisons-là, étaient allés travailler en Colombie, au Venezuela. Pardon. Bien, je voudrais vous remercier pour l'exposé et tout ce qui a été dit. Les chiffres, c'est très intéressant. Bon, on peut dire beaucoup de choses aux chiffres, mais c'est quand même un repère. Et puis là, j'adhère à la vision que l'intervenant précédent a donnée. Bon, c'est une vision catastrophique, c'est un État en faillite qu'on voit. Et pourtant, économiquement, ça tient bien. On nous dit l'État, il est faible, il n'est peut-être pas responsable de cette guerre contre la société civile. Et pourtant, les gouvernements successifs sont responsables de cette situation. Ça fait des années, plus de 30 ans, qu'on parle des forces obscures qui sont derrière. Mais pourtant, là, on les a nommées. On a parlé des multinationales, on a parlé des propriétaires terriens, on a parlé des industriels, de l'armée. Et il y a une stratégie du gouvernement pour les sortir de leurs obligations voulues pendant les accords de paix de faire partie de la REP, parce qu'ils ont une responsabilité énorme dans ces conflits. On le voit maintenant avec la presse, mais bon, bref. Moi, je voudrais surtout aboutir, parce que je ne voudrais pas qu'un jour, on se retrouve sur la situation, on ne savait rien, c'est pas nous, c'était je ne sais pas qui. Et voilà, donc je voudrais
savoir que fait l'élite éclairée dans le pays dont vous faites partie, bien évidemment. Je pense que ça, oui, c'est très intéressant, mais ça ne suffit pas. Je pense que dans une situation telle qu'elle est présentée, il faut quelque part s'engager aussi dans la recherche des solutions et des changements, pas seulement des recommandations. Et je pense que le pays, aujourd'hui, a besoin d'un engagement de tous les gens qui sont pour la vie, pour la paix, et que, donc, on a besoin de ces élites. Il y en a quand même, en Colombie, il y a des élites très éclairées. On disait tout à l'heure, on les exporte. Donc, comment vous voyez l'engagement et la participation de ces élites dans la recherche des solutions? Qui veut répondre? Je ne voudrais pas laisser une mauvaise image. Je crois qu'il y a certains traits positifs. La Colombie, comme l'a signalé Rubén, est à peu près 76% de sa population vit dans les centres urbains. Nous avons des problèmes de sécurité, évidemment, mais généralement, ils ne sont pas liés à les problèmes du conflit dans la campagne. Alors, il y a une grande différence entre l'animal qui vit dans la ville, l'animal urbain colombien, et celui qui est dans la campagne. Nous avons une vie totalement semblable à celle que mènent beaucoup d'habitants des villes françaises, par exemple. Il y a clairement un problème de pauvreté invraisemblable, mais pendant les 3 dernières décennies, il y a eu des avancées très importantes en termes de santé. Maintenant, les Colombiens, même si on peut se plaindre, ont un service public de santé qui fonctionne plus ou moins, peut-être moins que plus, mais ça existe. Et nous avons un système éducatif qui a aussi des avancées. Maintenant, presque tous les enfants colombiens peuvent aller à l'école. Il y a un taux d'analphabétisme qui a diminué de manière très importante. Toujours la Colombie a eu un appareil de productif économique assez intéressant, même si cette année on ne va pas avoir une croissance très importante, mais la Colombie a eu pendant des décennies une croissance très intéressante en comparaison avec d'autres pays de l'Amérique latine. Et certaines personnes pensent que c'est à cause du trafic de drogue, mais il y a plusieurs études assez bien des recherches très poussées qui montrent qu'il y a un appareil productif économique très légal qui n'est pas lié à tous les problèmes de trafic illégaux qu'il y a en Colombie. Alors je crois qu'il y a un espoir. Le processus de paix qui a été signé il y a 2 ans, et c'est une avancée aussi. Il y a presque 10 000 guerrilleros qui se sont démobilisés, qui sont dans des zones jusqu'août. Le gouvernement dépense un salaire et donne une formation. Et grâce à la coopération internationale, ils ont des projets productifs de toutes sortes. Et ce sont à peu près 1600 qui sont liés à ces projets productifs, pas les 10 000. On va voir qu'est-ce que va faire l'administration Duque, s'il va continuer avec ce programme. Ce serait un peu stupide ne pas continuer avec le processus de paix, parce que il peut y avoir la renaissance d'une nouvelle guérilla avec ces anciens combattants, ou ils peuvent être recrutés par les bandes criminelles dans les grandes villes. C'est aussi une possibilité qui a
qui a été aussi le cas dans le Salvador et Guatemala après le processus de paix, c'est-à-dire la sécurité des citoyens dans les villes se voit fortement détériorée. Mais je crois qu'il y a un panorama, un peu d'espoir. Je crois que le problème de la Colombie, c'est la corruption et qui touche la guérilla, qui touche les anciens combattants, qui touche la justice spéciale pour la paix, le tribunal, qui touche les militaires, qui touche la police, les politiciens. Alors c'est un problème assez grave qui fait que tous nos objectifs puissent ne pas aboutir finalement. Mais il y a un espoir. Bien, avant, il y a 2-3 questions, mais peut-être qu'en tant que membre de l'élite interpellée, Ruben a un mot à dire. Non. La réponse, l'élite est divisée aussi, puisque les chefs de l'opposition viennent de l'élite. Et l'université en particulier est très engagée pour la paix. Et l'université privée la plus importante, l'université de Los Andes, un programme extraordinaire pour la paix, très engagé. Et l'université de Rosario aussi, en même temps que l'université nationale ou l'université pédagogique, la Javeriana, qui appartient aux jésuites. C'est-à-dire, on ne pourrait pas parler d'une élite, puisque l'élite elle-même est divisée, fragmentée. C'est un avantage et c'est un drame. Moi, je crois plutôt que c'est un avantage, puisque ça nous permet d'avoir des espaces où le débat est possible, où les propositions sont possibles. Mais malheureusement, si on n'a pas le pouvoir, on ne peut rien faire. Moi-même, j'ai fait partie du gouvernement pendant 5 ans, à l'Office de paix. J'appartenais à l'Officina de Paz, où je me suis trouvé avec des situations dramatiques. Mais je dois dire que, comme dit Juan Carlos, qu'il y a un grand espoir. Malheureusement, l'argent peut tout faire, et des fois, ces espoirs restent morts. Mais la société bouge, elle s'oppose, elle discute. Des fois, on est des cas très compliqués, comme celle qui vient de se passer dans l'hebdomadaire Semana, mais moi-même, j'écris dans un journal tous les 15 jours, je suis furieusement opposé au gouvernement, rien ne se passe. J'espère que quelqu'un lit mes colonnes. Bien, avant de passer aux questions, comme il y en a un certain nombre, pour qu'on arrive à tenir dans le temps, je demanderai à ceux qui veulent poser des questions de le faire assez brièvement, et je demanderai à ceux qui répondent d'être aussi assez synthétiques. Moi, je vais être très brève. Oui. J'ai une question justement, pas sur l'élite, mais sur la majorité de la population colombienne. On sait que donc en 2016, quand il y a eu le référendum, elle était très divisée, même si voilà, il y a des raisons, c'est quand même le non qui l'a emporté. Je voulais savoir justement si on voit une évolution, si maintenant la population se rassemble plus majoritairement autour de cet accord de paix. Il y avait des mobilisations récentes, notamment avec les objections pour la JEP et autres, parce que justement, si cette population voilà, maintenant soutient l'accord de paix, ça peut être aussi un espoir. Quel est votre avis là-dessus et l'observation que vous faites? Je vous demanderai à tous les trois de répondre et d'essayer d'être assez bref. Je crois que la division persiste. On dit en Colombie qu'il y a une polarisation. Et moi, je vois que c'est un peu la lutte politique normale dans n'importe quel pays. Quand on voit la Chambre des Commons en Angleterre, je crois qu'il y a plus de polarisation là-bas qu'en Colombie. Mais il est vrai que le processus de paix, les pourparlers et la négociation ont divisé complètement la population colombienne entre une droite et une gauche, et c'est très évident. Moi, la semaine dernière, j'étais invitée à Valledupar pour illustrer la question. Et c'était un séminaire international autour d'une expression qui m'a beaucoup frappée. L'idée, c'était convoquer aux mères communautaires, madres comunitarias. C'est une figure qui n'existe pas ici, mais c'est des femmes qui s'occupent des enfants petit âge jusqu'à 3 ans, et instituteurs, etc., afin d'éduquer dans l'agression zéro. L'agression zéro.
Bien évidemment, j'ai commencé en disant l'agression zéro, ça n'existe pas. Non? Et à partir de là, pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a une conception de la paix en Colombie et là, quand on s'éloigne des élites des grandes villes, Bogota, Medellín, etc., et on va vers le nord, dans on va dire la Colombie profonde. Non? Là, la question de la paix a un rapport moral. La paix, c'est une question, et j'étais assez frappée. Pour la plupart des gens du commun, de ces régions, moi, et ces moments-là précis, la paix, c'est une question qui passe pour la religion. Et à côté de ça, il y a des gens qui ont dépassé aussi ces conceptions morales de la paix pour comprendre que la paix, c'est une question des droits. En réalité, on est ici en Colombie face à un accord qui était signé dans le cadre d'un état de droit. Donc, on n'est pas là en train de décider si on croit ou pas, qu'on peut trouver la paix spirituelle, qu'on peut devenir quelqu'un de mieux grâce au fait que je vais écouter à mon semblable. Non, on est là en train de demander un gouvernement, et c'est ça qui fait une partie de l'opposition des gauches comme des droites, le respect d'un document, d'un pacte dans le cadre du droit. Et à partir de là, il y a une opposition qui est traversée pour ce que Rubén disait tout à l'heure, les questions religieuses. Et ça, on l'a travaillé moyennement en Colombie, mais j'étais assez frappée. Les questions de religion traversent les débats et la polarisation autour de la question de la paix, parce qu'il y a une partie de la Colombiens qui pense que la paix, c'est la pacification totale, la non-agression, et étant donné qu'il n'y a pas ça, la paix n'a pas été respectée. Et du coup, on nous a trahis, parce qu'on n'a pas signé la paix, et la paix n'est pas là, donc on nous a menti. Oui. Bon, à propos des divisions, je crois que même l'armée est divisée. Il y a beaucoup de militaires qui veulent la paix et qui veulent passer justement au travers de ce qu'on appelle la justice transitionnelle qui n'a pas été comprise en Colombie. Et ce que le gouvernement dit, c'est celui qui là, c'est la paga. C'est-à-dire il faut punir. On a une notion de peine, non, de prison, de souffrance, et on n'a pas compris que c'était une négociation entre deux forces politiques qui voulaient donner une solution à tout le monde. Je trouve qu'en principe, il y a une majorité qui est pour la paix. Mais nous aimons beaucoup les paroles. Par exemple, un des grands conseillers du président Uribe disait « Il n'y a pas de conflit. Ce sont des actes terroristes. Il n'y a pas un déplacement, ce sont des migrants. » Les gens voulaient migrer volontairement, quitter leur terre. Pour nous, la loi, nous sommes très fétichistes autour des sujets légaux, mais comme je vous disais, la loi est une chose et la pratique en est une autre. C'est très intéressant, mais pour moi, c'est assez positif. Bien. On passe à la question suivante. Non, ici. Merci. Ma question porte sur la terre. Vous avez dit que c'est la question centrale en Colombie. Vous en avez parlé aussi quand vous avez dit qu'une bonne partie des assassinats de leaders sociaux avaient lieu parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas envie de la constitution d'une société dans les campagnes. On est quand même surpris quand on voit ça de l'extérieur par la réaction du gouvernement colombien, des autorités colombiennes qui ont été jusqu'à dire que la plupart de ces assassinats, c'était des líos de faldas. Bon, on ne se donne même pas la peine de trouver une explication un petit peu crédible et sérieuse. Donc je me demande si on est très indulgent, on se dit ils répondent ça parce que c'est un aveu d'impuissance. Si on est plus méchant, on se dit c'est de la complicité directe. Moi, je me demande si c'est pas de la convergence d'intérêts, simplement entre les gens qui parlent, les ministres de la Défense, par exemple, une partie de la classe dirigeante colombienne. Et je suis d'accord aussi avec vous sur le fait que cette classe dirigeante, elle n'est pas non plus complètement homogène. Mais on a l'impression que pour le moment, c'est une toute petite partie de cette classe dirigeante, c'est-à-dire en gros les grands latifundiaires qui détiennent le vrai pouvoir en Colombie. Voilà, ce n'était pas vraiment une question, mais votre réaction à ça m'intéresse.
Bon, mais il y a une chose très intéressante que beaucoup de gens ne connaissent pas. Nous sommes une société multiculturelle et multiethnique. Quels sont les groupes qui souffrent le plus? Les groupes indigènes et les groupes noirs, qui pour la plupart des métis n'existent pas. Dans leur imaginaire, ils n'existent pas. Ou bien ce sont des étrangers. Ce qui est douloureux. Mais par exemple, on a eu récemment une grande mobilisation de certaines communautés indiennes dans le département de Cauca. Ces Indiens habitent les montagnes, alors que les plaines sont dédiées pour élever du bétail. Donc la répartition même des terres est très injuste. Comme disait Juan Carlos, ils ont bloqué les routes, ils ont empêché les gens de travailler, et c'est seulement comme ça que le gouvernement a accepté, écouté un peu leurs demandes, et comme d'habitude, faire des promesses qui ne seront jamais, ou presque, ou très peu, complices. Quand j'étais au gouvernement, je me souviens, j'allais dans ces communautés, avant de commencer toute discussion, on disait, bon, avant de traiter le sujet, je voulais vous rappeler ces compromis qui n'ont pas été faits. Donc, il y a une préoccupation, certainement. La presse s'en fait l'écho de temps en temps, mais les actions ne viennent pas. On oublie facilement. Bien. Brièvement, bon, j'ai eu le tour, moi, en fait, depuis 1991, la Colombie a reconnu ses conditions multiculturelles. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde a accepté, non, mais on sait bien qu'il y a des populations noires et indigènes. Je crois que au-delà d'une question de discrimination raciale, on revient à la question de la terre. Il y a environ un mois, on a eu au sein de Grécole une conférence avec un professeur qui est ici présent, qui s'intitulait « Les Pacifiques, la guerre pour la terre ». Et là, c'était très intéressant parce que justement, lui, il nous a expliqué comment, contrairement à ce qu'on peut croire, que l'absence de l'État produit de la violence, il nous a expliqué parce qu'il a participé à des mobilisations qui ont paralysé Buenaventura dans l'année 2017. Il nous a expliqué qu'au contraire, la présence militaire contribue aussi à créer une ambiance d'insécurité pour certaines parties de la population. Parce que ce sont des territoires, notamment les Pacifiques, où il n'y a pas seulement une question de drogue, mais la minerie illégale. Et des intérêts des grands, y compris, comme a été dit ici, des politiciens locaux, des commerçants locaux. Donc, ce sont des populations qui sont, disons, les victimes d'un ensemble d'intérêts politiques, économiques et de récupération des territoires pour des trafics illégaux. Ce sont des zones qui deviennent, dans certains cas, des zones grises et des frontières grises. Non? Donc, je pense, pour nuancer, je crois que ces mêmes populations comme Buenaventura et tous les Pacifiques sont aussi objet d'un abandon voulu, souhaité et entretenu par des gouvernements décennie en décennie. Okay? Et pas seulement pour une question de racisme ou de négation de l'existence des populations noires dans ces régions. Pour répondre à votre question, je dois dire que parmi ces plus de 600 leaders sociaux qui ont été assassinés, une très bonne partie étaient des leaders sociaux qui luttaient pour la restitution des terres. Alors, on peut lier le problème de la terre qui continue et qui était la racine de notre violence avec V majuscule, l'époque de la violence entre les deux partis politiques, était aussi la question de la terre. Je crois que le gouvernement colombien montre une certaine faiblesse et ne sait pas comment contrer ce problème. Alors, ils ont des explications anodines, comme celles que vous avez mentionnées
il y a un instant. Mais je crois que le pire scénario, c'est que les Colombiens, on s'habitue. Et, par exemple, on s'était habitué à la mort de 3000 membres du parti politique Unión Patriótica. On s'est habitué à la mort de 500 policiers par Pablo Escobar à Medellín pendant 2 années. On s'est habitué au massacre des paramilitaires et de la guérilla dans les années 2007 jusqu'à 2002. Et je crois qu'on est en train de s'habituer à la mort de 600 leaders sociaux. Et la semaine passée, il y a eu un leader qui a été assassiné et pendant un des journaux télévisés, la journaliste demande à un haut gradé de la police qu'est-ce qui s'est passé et lui, il dit qu'il avait créé la route et le protocole pour protéger ce leader social. Et la journaliste demande, est-ce qu'il avait un schéma de sécurité, un schéma de sécurité? Et il dit non, il n'avait pas. Alors, nous sommes dans l'embarras de la bureaucratie, des bonnes manières, du politiquement correct, et ces leaders sociaux ne sont pas protégés. C'est ça un très grand problème. Je crois que le gouvernement n'a pas essayé de savoir d'où venait le menace. Je crois qu'il y a une connivence, comme il y a eu il y a 15 ans, 20 ans, une connivence entre politiciens locaux, certains membres des forces militaires, certains membres de la police, des gros propriétaires de terres, et avec des intérêts économiques très forts dans la région, des groupes illégaux, du grand banditisme. Il y a un mélange de tous qui gagnent d'une certaine façon en tuant ces leaders sociaux. Mais l'exercice académique n'a pas été fait encore. Et pendant 10 ans, 20 ans, on va commencer à comprendre vraiment c'est comment le phénomène des homicides des leaders sociaux. Les deux dernières. Les deux dernières, et puis il y aura une personne qui voudra faire une annonce. Bien. Oui, bonsoir. En fait, j'ai voyé un discours un peu central, c'est-à-dire que je pense que la Colombie est divisée en deux discours. Un discours de Bogota, des intellectuels ou des gens qui travaillent à Bogota, et les autres, des gens qui sont les peuples, en fait, les communautés des bases, non? Par exemple, Pasto, toutes les communautés de Nariño, toutes ces communautés-là, elles ne sont pas écoutées parce que, voilà, par exemple, et avec les accords de paix, on avait parlé de la substitution des cultures illicites. Beaucoup d'entre eux, ils se sont mis à signer la substitution des cultures. Maintenant, il y a hier, je ne sais pas quand, est-ce que j'ai écouté, il y a eu des attaques contre la population de Putumayo. Et Putumayo, il a signé en grande partie, tous les cultivateurs, ils sont signés, ils ont dit voilà, on va s'accoger à l'accord et on va avoir. Et là, non, il y a pas, ils sont ras-le-bol d'attendre que l'État fasse quelque chose pour les gens. Alors, je pense que d'un côté, c'est l'impuissance des Duque qui veut pas, qui veut mettre au terme à la paix et aux gens. Et d'un autre côté, voilà, comment faire. Et depuis d'ici, on est un peu très préoccupé. Parce que c'est tous les jours qu'il y a des assassinats. C'est 700 leaders depuis les accords de paix. Alors je pense qu'on est là, quoi. On est dans. Et en plus, avec les fracking, les politiques de fracking de l'extraction de pétrole et de faire d'extraction de la méga minerie par toute la Colombie. C'est-à-dire que ça, c'est très grave. Et avec tous les traités de libre-commerce qu'on a, alors je ne suis pas économiste, mais voilà, ça se pose toutes ces questions et on est là en train de penser à tous ces genres de choses, quoi. Voilà, merci. Bien.
Bon, on a une grande discussion, mais en même temps, il faut faire face aux problèmes quotidiens. Où est la grande discussion? L'économie colombienne dépend maintenant de l'exportation de minerais, du pétrole, de l'or et autre chose. C'est-à-dire que c'est un problème qui dépasse la volonté de certains gouvernements, c'est un problème structurel. Un des engagements de l'accord de paix a été de lutter contre la culture, contre les plantations de coca, en échange d'une aide que le gouvernement allait donner aux paysans qui voulaient signer cet accord. Mais le gouvernement n'a pas donné cet argent. Donc, le paysan qui doit vivre a continué à cultiver la plante de coca, du fait que maintenant, l'espace cultivé aujourd'hui est supérieur à celui qu'on avait il y a 4 ou 5 ans. Juan Carlos a fait mention de cette politique de sécurité et de défense de l'actuel gouvernement, dont l'axe est la lutte contre le narcotrafic, c'est-à-dire contre la culture des coca. Et en ce cas, le gouvernement veut continuer à asperger ce fameux venin qui s'appelle le glyphosate, qui a été interdit par la Cour suprême de la Colombie. Donc on a un problème légal, on a un problème structurel, on a un problème économique. Et je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a 2 discours, celui de Bogota et celui des régions. Mais c'est-à-dire, plus que 2 discours, c'est 2 façons de comprendre le problème de la paix. L'élite qui a le gouvernement en ce moment a une conception de la paix comme basée sur la reddition de ceux qui avaient des armes. Ce n'est pas un traité, c'est une reddition. Ce qu'on a signé, c'est autre chose. Pourquoi cette conception de la paix? Parce qu'en Colombie, tout le monde veut la paix, mais pas la même paix. Et c'est justement parce que, comme disait Juan Carlos, les conditions de vie des gens qui habitent les villes n'est pas la même que la condition de vie des habitants de la campagne. Nous avons un travail plus ou moins régulier, nous gagnons de l'argent, nous pouvons faire des tas de choses dans les villes, pas dans les campagnes. Comment fait un petit paysan pour avoir un peu d'argent, si ce n'est pas en faisant appel à la culture de la coca? Puisqu'il n'y a pas de routes, il n'y a pas de marché pour vendre quoi que ce soit, le gouvernement n'aide pas, il est obligé, justement, pour vivre. Ce n'est pas qu'il ait une mentalité de trafiquant. Il n'est pas un trafiquant. Il vend son produit à celui qui l'achète. Mi cuestión es muy precisa. Yo quiero saber ustedes qué piensan acerca de la intervención americana, porque el señor allá dijo de la intervención americana, usted también nombró la intervención americana en todo lo que es el proceso hasta el momento, la lucha contra el narcotráfico, pero la intervención americana también ha metido su mano ahorita en este momento para lo del proceso de paz, la economía también, con el fracking, con el glifosfato. Entonces, ¿ustedes qué piensan de eso? ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta intervención más puntual? Une petite traduction pour ceux qui ne comprendraient pas l'espagnol. Excusez-moi. Alors, Madame fait allusion à l'intervention de tout à l'heure qui évoquait le rôle des États-Unis dans le conflit en Colombie et souhaiterait connaître l'opinion des personnes qui sont ici à la table. Bon, ça c'est un sujet aussi très intéressant puisque on parle d'une intervention américaine comme si les Américains intervenaient en Colombie comme une puissance qui veut dominer un pays. Non, ce n'est pas le cas.
ce sont certains politiciens colombiens qui appellent l'intervention américaine. Comme je disais l'autre jour dans une discussion, dans cette histoire, il y a toujours une Malinche. Vous connaissez l'histoire de Pizarro et de Cortés, non? Il y a toujours quelqu'un à l'intérieur qui appelle l'intervention. Et je crois que, justement, ce qui se passe en ce moment, c'est que le gouvernement veut cette intervention, a besoin de cette intervention. Ce n'est pas le président Trump qui abuse des Colombiens, non, pas du tout. C'est justement là une question qui divise les élites colombiennes, non? Parce que beaucoup de Colombiens veulent avoir une certaine indépendance, être souverains. Nous sommes l'allié stratégique des États-Unis. C'est comme nous, le gouvernement dit, nous sommes l'allié stratégique des États-Unis en Amérique, dans l'hémisphère américain. C'est-à-dire continuer à obéir ce que Washington nous demande de faire depuis 1920, quand le président Marco Fidel Suárez a dit qu'il faut suivre la lumière de l'étoile du Nord. Nous sommes tout à fait d'accord avec la politique des États-Unis, c'est parce que ça nous convient. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ces lectures. Je pense que personnellement, ça fait un moment que j'ai laissé de penser sur ces lectures des guerres froides, les méchants loups américains qui viennent rentrer dans les bergers, les pauvres latinos et particulièrement, et dans ces cas-là, les pauvres colombiens victimes. Je crois qu'il y a quand même une connivence d'une élite et aussi, comme a été rappelé dans cette table, et il y a quand même un engagement du gouvernement colombien, je dirais même de l'État colombien, vis-à-vis de la lutte contre les trafics de drogue. D'ailleurs, Trump n'a pas été content dernièrement. Il a fait savoir ça au président Duque. On les publiquement, pratiquement, en les disant il faut que tu te dépêches et tu commences à me montrer des résultats. Parce que l'aide financière est supéditée aussi, est directement en rapport à cette situation. Donc, je pense que c'est la continuité d'un rapport de coopération et d'une politique, d'une diplomatie bilatérale qui continue dans ces lignes. Je voulais quand même dire deux mots à propos des modèles économiques en Colombie. Je pense qu'en Colombie, on voit deux modèles économiques. Un modèle économique global, que c'est celui qui essaye de mettre la Colombie dans la modernité des États et de l'économie internationale. C'est pour ça qu'on met l'accent sur la question minière, sur la question de l'agroalimentaire, parce que la Colombie n'a jamais cessé d'être un pays primaire et de production, d'exportation des matières primaires. Et de l'autre côté, il y a une vision de la politique locale, une politique sociale. Et là, c'est l'autre volet sur lequel le gouvernement colombien ne travaille pas. Elle est vraiment engagée sur l'ouverture, l'appel aux investissements directs étrangers qui sont de plus en plus importants. D'ailleurs, la France est le premier employeur international. La France est vraiment implantée et investit depuis 5 ans régulièrement. C'est un des premiers, je répète, investisseurs étrangers. Mais cette politique qui est salutaire, vu du point de vue macroéconomique, n'est pas suivie pour une politique d'une économie de protection, d'accompagnement, de cuidado à niveau local et régional. Et c'est là où on se retrouve à des situations comme, je répète, El Valle, mais pas seulement, mais aussi du côté des Chocó, et la minerie est vraiment sauvage et laisse des victimes, pas des victimes forcément de mort, qu'il y en a, mais aussi des victimes écologiques, des victimes économiques, etc. Simplement, je voudrais faire un bémol sur le rôle des États-Unis dans le conflit colombien. Tout le monde voit bien qu'il y a quand même une différence de comportement de la part du gouvernement des États-Unis entre ce que faisait Obama et ce qu'attend Donald Trump. À l'époque du président Obama, il y avait un ambassadeur chargé du suivi du processus de paix colombien. Dès sa prise de fonction, cet ambassadeur a été rappelé, et contrairement à ce que pensait l'élite
au gouvernement en Colombie, le nouveau gouvernement colombien, le suivisme pratiqué sur le dossier du Venezuela, puisque aujourd'hui les États-Unis ont un ambassadeur chargé du changement de gouvernement au Venezuela, donc qui se substitue en fait à celui qui suivait les accords de paix colombiens, donc ce qui démontre qu'il y a des approches différentes. Et en dépit de ce suivisme sur le dossier vénézuélien, le gouvernement actuel d'Iván Duque n'a pas de bonnes relations avec les États-Unis. Chaque fois qu'il y a des rencontres entre des responsables colombiens et des responsables de l'administration actuelle des États-Unis, le message est toujours le même. Côté colombien, on essaie de faire valoir le soutien sur le Venezuela. On ne parle plus évidemment du processus de paix. Côté Trump ou Mike Pence, un vice-président des États-Unis, ou Pompeo, le secrétaire d'État, qui ont multiplié les visites en Colombie, le discours est très simple. Tu ne fais pas ce que tu dois faire, Colombie, sur le dossier du trafic de stupéfiants. Alors, c'est peut-être vrai, ça fait... quelque part, ça répond sans doute à des préoccupations de politique intérieure et à la réélection du président Donald Trump. Mais le paradoxe, c'est que le pari qui a été fait par la nouvelle équipe qui est au gouvernement en Colombie, qui est celui d'un rapprochement avec les États-Unis, notamment à travers le dossier vénézuélien, ne fonctionne pas bien. Il y a quelque part, de la part des élites en général qui sont actuellement au pouvoir en Amérique latine, une évaluation erronée de ce qu'est Donald Trump. Ce n'est pas le responsable du monde libre, on n'est pas dans une nouvelle guerre froide. Il faut lire son programme électoral de 2016, America First, l'Amérique d'abord. Et donc, il a un certain nombre de priorités qui sont très souvent d'ailleurs liées à sa réélection, à des préoccupations électorales immédiates qui peuvent le conduire à engranger des soutiens sur un certain nombre de dossiers, migration, trafic de stupéfiants ou autres, mais il ne rend jamais la monnaie. Donc c'est la nuance que je voudrais apporter sur la différence que je note quand même entre ce qu'était le comportement de l'administration des États-Unis sur un certain nombre de dossiers, et en particulier celui de la paix en Colombie, et celui du président Trump actuellement, qui n'a aucun intérêt à gérer les dossiers de la paix en Colombie, mais qui en revanche est très intéressé à faire valoir auprès de son opinion publique qu'il maintient la pression sur la Colombie sur la question du trafic des stupéfiants. Je crois qu'il y a encore... Est-ce qu'il y a encore un espace pour une inter... Ah, pardon. La dernière, alors. Ah, pardon, Juan Carlos, pardon, excusez-moi. Non, je crois... Je ne suis pas d'accord. Je crois que les ambassadeurs américains en Colombie ont ponctué l'histoire récente de la Colombie. Par exemple, Lewis Stamps, qui était ambassadeur en 1984, c'est lui qui a signalé la complicité entre la guérilla et le trafic de drogue, et il a créé ce concept narco-guérilla. Et pendant le gouvernement très faible de Samper dans les années 90, c'est l'ambassadeur des États-Unis en Colombie, Mike Frechette, qui a poussé... Non, je parlais des ambassadeurs spéciaux. À l'époque d'Obama, il y avait un ambassadeur spécial sur le processus. Je ne parle pas de l'ambassadeur bilatéral. Parce que moi, je crois qu'il y a une ligne d'influence très forte des États-Unis à partir de ces ambassadeurs. L'ambassadeur actuel a invité les législateurs et a invité les magistrats pour appuyer les objections du président Duque à la loi spéciale pour la paix et la justice spéciale pour la paix. Ce n'était pas vu. Et le gouvernement américain a enlevé les visas à certains magistrats, et ces magistrats sont allés à l'ambassade des États-Unis à Bogota pour demander, supplier d'avoir à nouveau le visa pour entrer aux États-Unis. C'était un peu de dignité, un peu. Et je crois que l'influence est là, et l'influence est très forte. Ils veulent se mêler des affaires internes de la Colombie, sans embâche.
Bien, je crois qu'il y a une dernière question. Vous avez beaucoup parlé du rôle de l'État. Est-ce que vous pensez que les pouvoirs locaux ont une influence sur la paix? Je pense notamment à l'évolution de Medellín, qui a beaucoup évolué dans les derniers 20 ans. Et est-ce qu'une évolution dans d'autres villes, un peu à la façon de Medellín, pourrait être une évolution possible? Non, la plupart des maires n'ont pas les moyens. Medellín est une grande ville très industrielle, donc elle a des moyens. Mais nous avons plus de 1100 maires qui n'ont pas les moyens. Ils dépendent du gouvernement central, et justement sur la base des ressources qui viennent de l'exportation des minéraux. Donc, ils ont très peu de moyens. Et comme disait Juan Carlos, ils n'ont pas une police locale, heureusement. Mais ces localités ne sont pas soutenables à partir des impôts locaux parce qu'il n'y a rien. Bien, avant de terminer, je voudrais vous faire deux annonces qui concernent d'ailleurs la Colombie. L'une va se produire ici le 13 juin et l'autre demain à Amnesty International. Donc on m'a demandé de vous communiquer que la commission de la vérité de la Colombie va se réunir avec le responsable des Colombiens exilés qui vivent à l'étranger. Donc ça répond à une des questions qui a été posée tout à l'heure, à partir de 16h dans les locaux d'Amnesty International France, que je ne retrouve pas, oui voilà, boulevard de la Villette, 72-76 boulevard de la Villette, dans le 19e arrondissement, métro Colonel Fabien ou Belleville. Donc demain après-midi, à partir de 16h, la commission de la vérité colombienne, donc la partie de cette commission qui est gérée par les Colombiens qui vivent en exil. Et le responsable de ce sous-groupe, Carlos Beristain, sera là pour répondre aux questions de ceux qui sont intéressés par la question, par le problème. Et le 13 juin, donc ici, à la Fondation Jean Jaurès, toujours à 18h30, il y aura un débat, une présentation d'un sujet qui n'est pas exactement conflictuel, ou pas du moins de la même manière. C'est celui des femmes écrivains dans la société latino-américaine, avec deux intervenantes, dont l'une est colombienne, Luisa Ballesteros Rosas, et l'autre est brésilienne, Benedita Gouveia Damasceno, dans le 13 juin, ici à 18h30. Voilà, je remercie en votre nom les trois intervenants qui, chacun avec leur qualité particulière, leur expression particulière et surtout l'effort qu'ils ont fait de parler en français, doivent être, il me semble, applaudis pour tous les éléments qu'ils ont apportés à la compréhension du dossier colombien.